Un témoignage rare, les souvenirs d'un soldat qui a débarqué en Normandie. Il s'appelle Bernard Dargols. Bernard Dargols est le seul Français à être engagé sous le drapeau américain. Il débarque sur Omaha, des années qu'il n'avait pas vu son pays. Seule façon pour lui de se battre, s'enrôler dans l'US Army. Ça tombe bien, pour l'armée du débarquement, tout francophone, c'est une mine d'or. Il fut donc le seul Français à avoir participé sous l'uniforme américain au débarquement des forces alliées. Outre le fait d'avoir survécu à la terrible bataille de Normandie, cet homme fait partie des exceptions que l'histoire a comptées. Il s'appelle Bernard Dargols et il débarque avec les Américains sur Omaha pour délivrer son pays. Je pensais que personne ne croirait ce que je dirais. Ma mère est née à Londres, mon père est né à Odessa. Et ils se sont mariés à Paris. Je suis né en 1920. Je suis l'aîné de 3 frères. Nous sommes tous les 3 nés à Paris. Mon père, lui, était plutôt sévère. Ma mère, c'était sois gentil avec tout le monde, hein. Tolérant, laïque. Mon père, si j'étais le premier, il me disait « C'est tout, t'es le premier de ta classe ?» Je lui disais non, mais j'ai aussi le prix de camaraderie. Ah bon, c'est déjà pas mal. Et il n'était jamais content, lui. Comme mon père représentait des maisons américaines, des firmes qui fabriquaient des machines à coudre spéciales ou machines à couper qui étaient fabriquées soit à Cincinnati, à New York, à Chicago. Ça a commencé quand moi je préparais les arts et métiers. Il m'a dit « Tu vas partir en Amérique. J'ai arrangé pour que tu fasses un stage d'1 an pour apprendre le métier. Comme ça, quand tu prendras la relève, on ne pourra pas dire que tu es devenu le patron parce que tu es le fils du patron. Ou, voilà. Tu sauras comment il travaille en Amérique. C'est autre chose que notre petit atelier qu'on a rue des Francs-Bourgeois. » Ma mère m'accompagne au Havre, j'avais 18 ans. C'était pour 1 an. Alors, elle a commencé à pleurer, mais je lui dis pour 1 an, écoute, c'est pas grave. Et ouais, mais pour elle, c'était grave. Et moi, j'étais content de partir en Amérique, que je connaissais pas que par les films, que par les Fred Astaire, les chanteurs Frank Sinatra, ou les orchestres comme Glenn Miller ou Benny Goodman, quoi. Au bout d'une dizaine de jours, je suis arrivé à New York. J'ai tout de suite été ébloui quand j'ai vu la hauteur des immeubles et la largeur des rues. On a l'air d'être écrasé quand on vient de Paris par tout ce qui paraît immense. Ça s'est très bien passé, j'ai appris le métier et c'était une usine immense. Et quand on avait besoin d'une pièce, on levait le doigt et il y avait un type à patin à roulettes qui venait demander ce que vous vouliez, il repartait en patin à roulettes et il revenait avec la pièce. Alors quand je pensais au petit atelier que nous avions les Francs-Bourgeois, ça faisait quand même un peu rigoler.
Mais enfin, je suis très bien reçu et mes collègues sont subjugués de voir un type qui vient de Paris. J'étais comme un phénomène. Il me posait un tas de questions. Est-ce que toutes les Françaises sont belles? Ça, c'était automatique. Et il paraît que vous fermez pendant 2 heures pour déjeuner. Alors naturellement, je leur disais, oui, chez nous, les ouvriers rentrent chez eux manger et reviennent. Alors ils disaient, mais comment ça se passe? Ici, on mange un sandwich à midi pendant une demi-heure et puis on se remet au travail. Donc c'était un mode de vie qui était complètement différent. Et moi qui croyais être un vénard pour arriver en Amérique, ce sont eux qui me disaient « Quel vénard tu es, tu peux voir la Tour Eiffel tous les jours ». Poland, September 1939. The German foe begins its ruthless march of conquest. 6 hours after Great Britain declared war on Nazi Germany, the Republic of France followed. All France is in a maelstrom of activity. The Maginot Line has already opened fire on the Germans. The sparring is ended. World War II has begun. Je travaillais à ce moment-là au coin de Broadway de la 5e avenue, chez un fabricant de machines, et je reçois un coup de téléphone du consulat français à New York, qui me dit « Vous êtes convoqué pour faire votre service militaire et passer la visite médicale. » Le docteur m'examine et il me dit « Vous êtes bon pour le service. Ne changez pas de logement, d'adresse, on va vous convoquer. » Et je lui dis « Et quoi, qu'est-ce qui va arriver ? On va vous acheminer sur la France où vous allez servir dans l'armée française. » Alors moi, j'étais assez content de rentrer en France. Ça faisait plus d'1 an que j'y étais. Good evening, everybody. Tonight, it seems clearly apparent that the first great phase of the war in the West has been won by Germany. Ça paraissait tellement incroyable qu'en quelques jours, la moitié de la France soit occupée. Jusqu'au jour où, aux actualités en Amérique, je vois Hitler serrer la main de Pétain. Alors moi, ça ne me convenait pas du tout. Alors cette collaboration, et c'est à partir de là que j'ai dit, ils pourront m'appeler, jamais je rentrerai en France pour servir l'armée de Pétain. French Legion headquarters sees the birth of new hope for France, General de Gaulle. In the name of French honor, this brilliant soldier repudiates the surrender of the Bordeaux government. De Gaulle calls on Frenchmen to raise again the standard of freedom and continue the fight. Alors j'ai essayé de m'engager chez De Gaulle. Le représentant de De Gaulle avait le voir, il écoute mon histoire et il me dit « Si vous vous inscrivez avec nous, je vous envoie immédiatement en Angleterre et vous serez fait officier en manque de combattants. Et vu vos études, vous deviendrez officier tout de suite. » Quand je suis rentré travailler, mes copains m'ont dit « Alors, qu'est-ce que tu vas faire ?» Eh bien, je lui ai dit « Je pense que je vais m'engager dans l'armée de De Gaulle. » Alors, ils me disent « Mais t'es malade, qu'est-ce que tu vas faire avec De Gaulle? Il ne s'entend pas avec Churchill, il ne s'entend pas avec Roosevelt. Mais reste avec nous, t'es plus utile à réparer des machines à coudre spéciales que d'aller dans l'armée. » Alors bon, ils m'ont convaincu un peu, mais ça ne me suffisait pas. Alors, avec un copain, j'ai fondé Jeunesse France Libre, JFL, qui réunissait pas seulement des Français qui étaient dans la région de New York et à New York, mais aussi des sympathisants américains. Alors, pour la faire connaître, j'écris
au New York Times, le plus grand journal américain à l'époque, sous le nom de Darville, Bernard Darville. Je ne voulais pas mettre mon vrai nom à cause de la famille en France. Ça a amené à faire connaître des sympathisants qui éventuellement donnaient de l'argent, genre Croix-Rouge, quoi. Et c'est dans cette jeunesse France libre qu'un jour, une jeune fille s'est présentée avec sa sœur, c'était Françoise. Je lui ai demandé 25 cents, c'était la carte de membre, et on est devenus copains. À Paris, au Palais Berlitz, vient de s'ouvrir l'exposition Le Juif et la France. Pendant les 3 premiers jours, 13 000 personnes ont visité cette remarquable exposition où se trouvent rassemblés les documents, les photographies démontrant le péril juif dans tous les domaines de l'activité nationale. Mon père, il était président de l'amicale des pêcheurs de la Bastille. Et dans cette amicale, il y avait un monsieur Bonin qui était inspecteur de police. Ils étaient très copains tous les deux. Ils aimaient bien prendre un petit coup de pinard. C'était vraiment des amis. Et un jour, Bonin s'amène et dit à mon père, « Paul, il faut que tu foutes le camp. Sans ça, ils vont venir t'arrêter. » Alors, c'est grâce à lui, parce que mon père, lui, il croyait que moi, je vais leur montrer que... Et Bonin lui a dit, écoute, commence pas avec les Allemands, fous le camp. Cher fils, ne t'en fais pas, je m'arrangerai pour le mieux. Cette situation devient insupportable pour tout être humain. Ne t'en fais pas. Reste en Amérique, et bientôt on pourra respirer, et le soleil brillera pour tout le monde de nouveau. Il y avait un drame parce que mon père devait laisser sa mère et ma mère devait laisser ses parents aussi, qui étaient très âgés. Alors ma mère a décidé qu'elle resterait à Paris, parce qu'à ce moment-là, on touchait moins aux femmes. C'est les hommes qu'on poursuivait. Alors elle est restée comme ça. Mon cher Bernard, ne t'inquiète pas pour nous. Nous avons le temps d'être sains et saufs. Si nous avons tout au moins réussi à vous mettre en sécurité, je serai toujours heureuse et n'aurai que le regret de n'avoir pu mieux vous rassurer. J'espère que tout ira bien. Sera-t-on un jour réunis? Au revoir, mon chéri. Et alors après, mon père est parti comme ça, avec mes 2 frères, en zone dite libre. Ils sont partis pour Tanger, en Afrique du Nord. Et de là-bas, ils sont partis, mes 2 frères et mon père, à Cuba, où ils sont restés 14 mois. Quand ils ont réussi à avoir le droit de venir en Amérique, mais il fallait déposer une somme en milliers de dollars. Alors, une des maisons à New York que nous représentions a tout de suite donné la garantie. Et c'est ainsi que mon père et mes frères ont réussi à rejoindre l'Amérique. The crime of the century.
Japan shows her cloven hoof in a sneak attack that transforms the USS Arizona into a blazing fire. Undeclared war against a friendly nation in its worst form. Le 7 décembre 1941, les Japonais bombardent Pearl Harbor. Alors j'ai essayé de m'engager dans l'armée américaine. Et on m'a convoqué quelques semaines plus tard. Et on m'a envoyé à Fort Dix. Counts 1 and 3, your left foot hits the ground. The counts 2 and 4, your right foot hits the ground. Left, right. Forward. Hut. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. C'était de la rigolade. Fallait changer les vêtements, savoir faire son lit correctement avec des hospital corners, des coins au carré. Une hygiène impeccable. Ils avaient peur des poux à l'époque. Corvée de patates, KP, ça s'appelait KP, Kitchen Police. Ça, c'était la honte suprême quand on était condamné à KP. Je sais pas pourquoi, parce que au moins on était dans la cuisine et il y avait de quoi bouffer. Après, ils m'envoient à Camp Croft. J'en ai bavé, là. Parce que c'est la première fois que j'ai eu vraiment peur, parce qu'il fallait sauter par-dessus des murs, ramper sous les tirs de mitrailleuses, sous un treillis métallique, avec des balles réelles. Fallait faire une 50aine de mètres en rampant, et surtout pas lever le derrière, parce que on entendait les balles passer au-dessus. À la fin de cet entraînement qui était très difficile, il y a un officier qui vous interroge, il a mon dossier, et il me dit « You're French, vous êtes français ?» Je dis « Oui, je suis français. » « Et tu veux combattre dans l'armée américaine ?» Alors je dis « Oui, je veux combattre. » « Qu'est-ce que tu connais de la France ?» Et alors c'est là qu'il me sort une carte de France avec les fleuves marqués 1, 2, 3, 4 et les villes principales marquées A, B, C, D, etc. Il me dit B2, je lui dis c'est Lyon sur le Rhône. C3, je lui dis c'est Orléans sur la Loire. Alors il me dit quelle est la capitale de New York? Alors je dis Albany. Alors déjà il est surpris parce que tout le monde pense que c'est New York là. Et alors j'ai vu que dans son regard, où j'étais un ancien prof de géo, où j'étais bon pour le prix Nobel de géographie, quelque chose comme ça. Et puis après, il me dit, écoute, je vais t'envoyer dans un camp, mais je t'avertis, si tu restes français, et si on débarque en France un jour, si tu es fait prisonnier, on ne pourra rien pour toi. Parce que tu ne seras pas américain, tu seras considéré comme un terroriste pour les Allemands, et on n'entendra plus parler de toi. Par contre, il me dit, si tu veux, tu peux devenir américain sans perdre ta nationalité française. Et comme ça, si tu es fait prisonnier, tu seras traité comme n'importe quel autre prisonnier américain. That you will support and defend the Constitution and laws of the United States of America against all enemies, foreign and domestic. That you will bear true faith and allegiance to the same. J'étais devant cette cour de justice. En 5 minutes, j'ai levé le bras droit. I do, hop, et ça y est, j'étais américain et français. Un jour, je reçois une convocation pour aller à Camp Ritchie. Avant de rentrer à Camp Ritchie, il faut signer un papier comme quoi on ne va rien révéler de ce qui va se passer dans ce camp de renseignement, même pas à sa femme. C'est le Military Intelligence Camp. C'est plutôt service de renseignement militaire. Il y avait en vérité 3 sections. La plus grande, c'était les GIs qui étaient destinés à interroger les prisonniers de guerre allemands. Il y avait une deuxième section
chargé d'analyser les photos aériennes prises par les avions de reconnaissance américains. La troisième section, celle à laquelle on m'a affecté, c'était des Américains qui étaient chargés d'interroger les civils français si on débarquait en France. Dans les 3 camps où j'ai été, je ne pouvais pas, dans le cafétéria, manger à la même table où il y avait des Noirs. Si j'arrivais, toutes les places étaient prises, mais il y avait 2 Noirs à une table, je posais mon plateau, les Noirs s'en allaient. Et un Blanc n'aurait même pas voulu ni osé être dans une unité noire. Et on se battait contre le racisme. C'est quand même curieux, quelle contradiction. Bernard chéri, ici, quoique bientôt étoilé, nous nous portons bien. Et ma joie est grande de vous savoir là-bas. Vous pouvez largement vous en réjouir. L'essentiel est que vous soyez tous en bonne santé et que vous vous débrouillez. Ne soyez pas tristes. Peut-être qu'un jour proche, il nous sera permis d'être heureux tous ensemble. Décembre 43, je suis appelé pour aller sur le Queen Elizabeth avec mon équipe pour aller vers l'Angleterre. Et avec Françoise, avant de partir, on s'était juré que si nos sentiments ne changeaient pas, et si je revenais en un seul morceau, eh ben, à ce moment-là, on se marierait. Je me souviens d'avoir rédigé mon testament. Ils prenaient leurs précautions pour, au cas où vous seriez mort, vous puissiez dire à qui vous vouliez léguer tous vos biens. Moi, je n'avais rien. Alors, c'était facile de dire je laisse ça à mes parents. On sentait qu'on allait à un combat. Pendant les 6 mois au Pays de Galles, j'ai subi l'entraînement avec mes copains. Mon activité principale, c'était de mettre dans un champ en pente quelques centaines de GIs et leur parler « Si on débarque en France, voilà ce que vous allez trouver. Vous en faites pas, vous serez traités comme des sauveurs et non pas comme des envahisseurs. » A radio service for American fighting men and their allies. 3 avril 1944. Cher papa, il me reste quelques minutes. J'en profite pour t'envoyer un bonjour. Eisenhower lui-même nous a fait un speech de 10 minutes. Très impressionnant, très bien. J'aiguise mon couteau. Ma santé et le moral sont très hauts. N'oublie pas que si tu reçois moins de lettres de moi, c'est que je vais être très occupé. Alors surtout, ne t'en fais pas. Bernard.
On embarque le 5 juin 1944 à Cardiff. Le bateau sur lequel je suis, c'est un Liberty Ship, un bateau de transport dans lequel il y a nos 2 jeeps, notre remorque et puis un tas de GI. Et on apprend sur le bateau qu'on va débarquer en France. Le nom de code, c'était Easy Red, c'est-à-dire entre Saint-Laurent-sur-Mer et Vierville. On est parti, la mer n'était pas bonne, ça a été retardé, on était à fond de cale, on avait l'air de faire du surplace. Et quand on connaît la carte de Cardiff, il faut faire un détour immense pour arriver sur la France. D'abord, le bateau a démarré seul, toujours seul. On s'est dit, c'est pas possible, on va pas débarquer tout seul. Et petit à petit, ils se sont agglomérés des dizaines, des centaines et même des milliers de bateaux qui allaient de la petite embarcation à des navires de guerre alliés qui nous ont accompagnés. La mer est mauvaise. Il y en a certains qui ont mal de mer, et puis il y en a qui ont la frousse, et il y en a d'autres qui en veulent. Il y a un peu de tout dans ce bateau. Alors, bien sûr, on est angoissé, mais alors descendre une échelle de corde, ça c'est un truc qu'on ne s'était pas entraîné. Quand on avait tout le barda, descendre un bateau qui remue à droite, à gauche, t'engages, roulis, pour aller dans un tout petit bateau, pour faire les derniers 200 mètres, c'est là où on a une trouille au ventre, parce qu'on sait qu'on va au casse-pipe, quoi. Il y en avait qui commençaient à trembler, d'autres pleuraient. Et enfin, moi, ça m'affectait mentalement, mais pas au point de pleurer. Moi, j'avais une raison pour débarquer dans mon pays, alors que les vrais Américains, eux, ils avaient leurs parents en Amérique, ils avaient laissé tomber leur boulot. Ils n'avaient qu'une envie, c'est « let's get it over », finissons-en. Ils voulaient « allez, on va écraser les Allemands et on rentre à la maison ». On est arrivé peut-être à quelques centaines de mètres de la plage, au milieu d'un bombardement qui vous prenait les tripes. Pas un bombardement des Allemands, un bombardement allié, pour qu'on puisse arriver sain et sauf sur la plage au moins. Je suis descendu de ma Jeep, rien que pour toucher le sol d'ailleurs. Et ça m'a remué les tripes, quoi. Je vais revoir ma mère, j'espère. Je vais revoir ma famille, j'espère.
Et il y a un mélange d'être content et puis de faire attention quand même de ne pas se faire descendre avant d'arriver au moins à Paris, quoi. Sur la plage, il y a des blessés, encore des morts, que le service médical américain s'empresse de transporter directement en Angleterre. Un de mes supérieurs me dit « Tu vas prendre ta Jeep, la Bastille, tu vas rentrer dans Formigny, qui est à 3 km à peu près de Saint-Laurent-sur-Mer, et tu me ramènes les renseignements dont j'ai besoin. » J'arrive à Formigny, les gens regardent la Jeep, ils ne comprenaient pas qu'est-ce que c'est que ce type qui parlait français. Il a une Jeep qui s'appelle la Bastille, il a un uniforme américain, il a des grades d'officier, de sous-officier. Mais au bout de 5 minutes, alors ils m'embrassent, ils vont chercher dans la cave la bouteille de Calva qu'ils avaient gardée pour ce grand jour. Et ils étaient un peu vexés quand on leur disait « Non, je peux pas, je peux... » C'était le 3e Calva qui nous était offert à droite et à gauche. « Non, non, je suis dans l'armée, je peux pas. » Il fallait localiser d'abord les dépôts de carburant, les dépôts de munitions. Il fallait que je ramène très vite les renseignements. Il ne s'agit pas de faire la bringue. Alors j'interrogeais de préférence les habitants pour savoir qu'est-ce que les GI pouvaient faire pour occuper un endroit avec le moins de pertes possible. Ça, c'était vraiment mon travail. « 22 juin 1944. Cher papa, avant de t'écrire une plus longue lettre, je veux te dire que tout va bien et que tu ne dois pas t'inquiéter, comme je te l'ai souvent répété. Inutile de te dire que je m'entends bien avec la population. Ils sont tellement surpris quand ils m'entendent parler. C'est tout pour le moment. Un jour, cette radio que tu écoutes t'annoncera la plus belle des informations. La paix. Embrasse Marcel, Simon, je t'embrasse. Bernard. Je suis à Cerisy-la-Forêt et il y a un copain américain du corps photographique et cinématographique de l'armée américaine qui me dit « Trouve une fermière avec des sabots, je vais prendre ta photo avec elle, tu vas faire semblant que tu remplis ses seaux d'eau. » Alors, je dis aux copains de l'armée, surtout ne mets pas mon nom, ne mets pas mon adresse, j'ai de la famille en France encore. Alors, naturellement, le 1er juillet 1944, sur la plupart des journaux américains, surtout new-yorkais, apparaît ma photo avec mon vrai nom, mon adresse, tout. J'étais tellement en colère. Mais c'est comme ça que Françoise apprend que je suis en France et que j'étais vivant, quoi. Alors je pensais aller sur Paris. Toute ma division est partie vers Paris. Et moi, je reçois un ordre d'aller en Bretagne, libérée, sauf la poche de Brest. Et j'arrive à l'entrée de Brest qui était occupée par des Allemands. Et ça recommence, il faut que je rentre dans Brest occupé. Et je me balade comme ça, et puis je vois un soupirail avec des grilles. Et je regarde dans le soupirail, et je vois un soldat allemand. Alors, je ne sais pas si lui a eu plus peur que moi.
Et il lève les bras tout de suite, il lève les bras tout de suite. Alors je lui dis dans mon meilleur allemand, « Raus, raus !» Et alors il sort du truc comme ça, il avait vraiment... Il pensait que sa dernière heure était venue et je l'ai remis aux policiers militaires. Quand je remontais vers Paris, les jeunes filles viennent m'embrasser, me jettent des fleurs. On n'est pas habitué à avoir des gestes comme ça. J'avais toujours du chocolat et des chewing-gums. Les enfants, ils étaient épatés avec le chewing-gum. J'étais parti à 18 ans et puis je revenais à 24 ans. Je partais avec un complet civil et je revenais avec un uniforme. Quel changement pour moi. Et l'idée de revoir ma mère, ça m'a remué les tripes. Je rentre par la porte cochère très lourde, comme il y a à Paris. Il y a la concierge qui a sa petite loge à droite, qui me reconnaît à peine. Je laisse la Jeep dans la cour et je monte au 3e étage où nous habitions. Et puis là, alors c'est les retrouvailles, elle pleure, je pleure. Nous pleurons. Elle m'avait vu partir adolescent et d'un seul coup, je reviens militaire 6 ans plus tard presque. Elle était tellement contente. On fait un petit tour place des Vosges. C'était très émouvant, ça, ces retrouvailles. Cher père, c'est la lettre que tu attendais. Maman va bien et est sauve. Demain, je t'écrirai un plus long courrier, incluant une lettre de maman qui donne des détails. Elle est en bonne santé. Porte-toi bien. Amour à tous. Bernard. J'avais été muté au CIC, le CIC, qui est le Counter-Intelligence Corps, celui qui s'occupe des terroristes, entre autres. Et on m'attribue un bureau, place de l'Opéra. C'était le quartier général allemand de la région parisienne. Je disais à mes copains, quand je pense que j'ai mis mes fesses sur un siège où un type de la Gestapo allemande a mis les siennes. Et alors mon boulot consistait à interroger des Français qui voulaient travailler pour des organisations américaines comme des dépôts de vivres. J'ai interrogé tout le personnel de 2 hôtels. Ils avaient la tremblote, ils se demandaient pourquoi. Et ils avaient tous travaillé pour les Allemands. Mais il fallait quand même les interroger pour voir que ce ne soit pas des collabos. Et le deuxième boulot que j'ai eu à faire, c'était il y avait des Françaises qui voulaient se marier avec des GI. Alors il fallait quand même s'assurer que le GI n'était pas déjà marié et que la Française n'était pas déjà mariée
et qu'elle voulait simplement partir en Amérique, parce que l'Amérique, c'était quand même un petit paradis à l'époque. Alors, il fallait que je fasse une interrogation et que je fasse un petit circuit auprès de la concierge où elle habitait, auprès des voisinages, pour voir si vraiment elle était célibataire et si pendant la guerre, elle s'était conduite plus ou moins correctement. Paris accueille de son mieux ses survivants, prisonniers et déportés. Quelques formalités indispensables, et ils vont retrouver cette vie qu'ils ont quittée depuis des mois ou des années. Rien ne peut racheter ni compenser les souffrances de ces hommes et de ces femmes. Mais nous avons un devoir envers eux, et envers ceux qui ne reviendront jamais, ne rien oublier. J'étais là quand les premiers internés des camps sont descendus à l'hôtel Lutetia. C'était pas possible. Je vois des cadavres descendre du train. Des types qui avaient les... Ils pouvaient à peine marcher. Et c'est là que j'apprends que mon oncle, il s'est fait prendre. Et ma tante s'est fait prendre par la rafle de juillet 42. J'ai un cousin à Caen qui est revenu d'Auschwitz. Et il avait été embarqué. C'était un type costaud, alors là. Il est revenu, c'est un squelette qui est revenu. Il faisait peur à tout le monde. Et alors quand il me racontait... Alors j'étais avec lui visiter Auschwitz. Et alors il m'a montré la baraque où les lits étaient superposés. Il m'a montré là où il mangeait. Et alors comment, il y a certains moments, il se battait avec d'autres déportés pour bouffer une épluchure de pommes de terre qui était par terre. À tel point ils avaient faim. Et l'image qui me reste le plus, c'est un bout d'actualité tourné par les Allemands. C'est quand les déportés squelettiques creusent un fossé, comme une tombe, quoi. Ils se mettent devant le fossé et il y a un soldat allemand qui leur tire une balle dans la tête et ils tombent. Personne n'a été capable de m'expliquer comment un type comme Hitler, qui vient d'un pays le plus développé d'Europe, le plus instruit probablement d'Europe, avec des écoles, des trucs, comment un pays comme ça a pu être embobiné par un criminel comme ça, raciste, antisémite, fabricant de camps de concentration. Est-ce que des hommes sont capables de faire des choses comme ça, quand même? S'il y avait un bon Dieu, je me demande pourquoi il a laissé faire ça.
été démobilisé au début 46. Et je me suis marié en mars 46 avec Françoise. Et on décide de se marier en Amérique. Chez les Juifs, quand on rentre dans une synagogue, il faut avoir un couvre-chef. Et c'était une synagogue très libérale. Il n'y avait pas besoin de porter de chapeau. Il y avait pas... Et ça a duré, je sais pas, un quart d'heure, et puis on était mariés. Moi, mon rêve, c'était de rester aux États-Unis. Parce que la vie américaine correspondait à ce que j'aimais. Tout. La façon de manger, la musique, la mentalité, tout, vraiment. Mais du côté de Françoise, les parents, c'était des Français nés en France, de longue souche, et ils voulaient qu'on reste en France plutôt. Je sais pas comment ça s'est goupillé, mais on est rentré en France après, et c'est là que nous avons eu notre premier enfant. Mais plutôt que de rester en France, on est revenu en Amérique, parce que si l'enfant est un garçon, il pouvait devenir éventuellement président des États-Unis. Mais il fallait être né aux États-Unis pour ça. Hein. Mais c'était une fille. Le deuxième enfant, on a dit, on va retourner en Amérique. C'était une fille encore. La troisième, on a dit, ah, c'est pas la peine d'aller. Et on est resté, et c'était un garçon qui est né à Paris, quoi. Cette semaine est consacrée à ces vétérans qui se font un devoir de transmettre leurs souvenirs d'une page d'histoire. Parmi eux, une exception, un GI qui a combattu à Omaha Beach, jusque-là rien d'étonnant, mais celui-ci est français et aujourd'hui il ne cesse de raconter son débarquement en France à des élèves qui restent bouche bée. Pendant près d'un demi-siècle, Bernard d'Argols n'a pas parlé de la guerre, pas même à sa famille. Mais aujourd'hui, il a rompu le silence et témoigne inlassablement, comme ce jour-là devant 2000 écoliers, au cimetière militaire de Colville-sur-Mer. Quand je me suis engagé dans l'armée américaine, j'ai débarqué à environ 300 mètres d'ici, à Saint-Laurent-sur-Mer. Je ne savais pas du tout ce que voulait dire le mot guerre. Je pensais que personne ne croirait ce que je dirais. Je n'aurais jamais trouvé les mots susceptibles de faire comprendre que ça soit la peur, la douleur, les pleurs. Je pouvais pas, il n'y avait rien à faire. Je reçois un coup de téléphone. Le président Hollande voudrait vous inviter à déjeuner. Alors, j'ai cru que c'était une blague parce que c'est pas courant quand même. Alors, j'ai dit oui, c'est ça, il veut m'inviter à déjeuner. Non, il veut vraiment vous inviter à déjeuner. Le repas se passe très bien, très copieux.
Et à la fin du repas, il dit, est-ce que vous avez... On est une demi-douzaine de GIs. Est-ce que vous voulez me poser quelques questions? Vous avez quelque chose à dire? Personne ne bouge. Alors moi, je lui dis, qu'est-ce qu'on peut faire pour pas que ça recommence? Alors il me dit, écoutez, il y aura toujours des guerres. Les hommes sont faits de cette façon qu'il y aura toujours ceux qui veulent la paix, ceux qui veulent la guerre. Il y aura toujours des hommes différents qui voudront prendre la place d'autres, et ça, vous pouvez rien y faire. Alors ça, c'était sa conclusion à lui. Et je crois qu'il a raison, finalement. Tout peut recommencer. On a beau faire tout ce qu'on veut. C'est pour ça que je témoigne, oui, c'est pour ça que je voudrais au moins que nos enfants, nos petits-enfants ne connaissent pas ce que moi j'ai connu, quoi. Je ne veux pas que dans un avenir le plus lointain possible, quand il n'y aura plus de vétérans, quand je ne serai plus là, que des négationnistes racontent aux élèves, mais vous savez, le débarquement, ça n'a jamais existé. Moi, je veux leur dire, c'était pas du cinéma, et ça peut revenir si on n'est pas vigilant. Je raconte tout. Hein. Quand, 30 ans après la fin de la guerre, je reviens avec Françoise vers le 6 juin, donc, en Normandie, et il y a une femme qui s'approche. « Ah, Bernard, t'as pas changé, comment tu vas ?» Tu sais, Bernard, hein, quand t'es venu me chercher pour prendre la photo, j'ai été dire à ma mère, ne t'inquiète pas, hein, c'est juste pour une photo. Elle m'a dit, t'es sûr que c'est pour une photo?